Bonjour à tous, ici Madame Mera, j'espère que vous allez bien. Voici ici une deuxième vidéo pour faire en live ensemble le cours. Vous avez pu voir la semaine dernière la transmission et les effets des agents pathogènes et notamment deux cas de maladies infectieuses, le sida et le paludisme. Donc qu'est-ce qu'on peut distinguer dans ces deux maladies? Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le sida? Donc le sida, c'est un acronyme, en fait, ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise et c'est dû à un virus qu'on appelle le VIH, donc pour le virus de l'immunodéficience humaine. Alors, il faut savoir que virus, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans notre corps, quand il nous infecte? C'est qu'il va rentrer à l'intérieur de nos cellules du système immunitaire, donc les cellules qui sont censées nous protéger, et il va les détruire. Donc ça veut dire que progressivement, au cours des années, au fur et à mesure qu'on a du virus à l'intérieur de nous, ça détruit progressivement nos défenses. Et en fait, ce qu'on appelle le sida, c'est que ça correspond au stade terminal de la maladie qui peut intervenir jusqu'à 30 ans après la première contamination. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui ont le sida, qui ont pardon, le VIH, mais qui ne le savent pas puisqu'ils n'ont pas forcément tout de suite les symptômes graves de la maladie. Donc sans traitement en fait antiviral, l'individu il risque de mourir de simple infection parce qu'il n'a plus de système de défense ou même de cancer. Donc on va dire que la transmission elle est directe puisqu'elle s'effectue directement entre humains, il n'y a pas de vecteur, et donc le réservoir à pathogènes, ce qui va entretenir le maintien du virus dans la population, c'est l'humain. Alors, au niveau des transmissions, je préfère quand même les redire afin que ça soit clair pour tout le monde. Il existe trois voies, la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie de la mère à l'enfant. Alors, les voies sexuelles, souvent, on entend donc que c'est présent au niveau du sperme, mais il faut savoir que c'est présent aussi au niveau des sécrétions vaginales que peut émettre une femme lors d'un rapport sexuel. Donc, la transmission se fait aussi bien entre hommes qu'entre femmes, qu'entre couples hétérosexuels. Donc la voie sanguine peut se faire par des transfusions sanguines qui sont mal gérées. En France, ce n'est pas le cas. Le sang est je ne trouve pas le mot, testé bien sûr avant d'être transfusé. Et la voie sanguine principale qu'il va y avoir, ça va être par exemple au niveau d'instruments mal stérilisés, d'échange de seringues pour les personnes qui se droguent. Alors là, l'accident d'exposition au sang, ça peut être par exemple une infirmière ou un infirmier qui, lorsqu'il réalise une prise de sang, par exemple, par inadvertance, va se piquer avec la seringue d'un patient contaminé. Donc c'est rare, mais ça peut arriver. Et bien sûr, la voie mère-enfant, donc ça peut être à l'intérieur du ventre de la mère ou alors pendant l'accouchement ou lors de l'allaitement. Donc ça, c'est la troisième voie de contamination. Le VIH ne se transmet donc pas par contact. Vous pouvez serrer les mains de quelqu'un qui a le VIH, l'embrasser, partager ses couverts, sa nourriture. Il n'y aura aucun risque de transmission, de même que par les piqûres de moustiques ou s'asseoir sur la même cuvette des toilettes. Il n'y a absolument pas de transmission possible. Alors ça, c'est à opposer au paludisme. Pourquoi on l'oppose au paludisme? Parce que le paludisme, il se transmet par un vecteur. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un moustique pour se transmettre. Deux personnes qui ont le paludisme et qui vont être face à face, qui vont se tousser dessus ou qui vont s'embrasser, ne pourront pas se transmettre le paludisme. Il faut forcément que ça passe par un vecteur qui est ici le moustique. Donc le moustique, comment ça va opérer? Il va piquer une personne malade. Le parasite va se multiplier dans le moustique et quand il va piquer à nouveau un individu, la personne va être contaminée. Alors, le problème, c'est que l'individu devient infecté et peut lui-même à son tour transmettre la maladie par d'autres piqûres à d'autres individus. Donc, dans le cadre du paludisme, on a un eucaryote unicellulaire, ça veut dire que c'est une seule cellule. C'est pas comme un virus qui va rentrer à l'intérieur des cellules et il va détruire les globules rouges, c'est-à-dire qu'il va détruire ce qui permet de transporter le dioxygène. Donc, c'est pour ça que la personne va être très fatiguée, avoir de l'anémie, etc. Donc, ici, le réservoir à pathogènes, c'est l'humain et le moustique. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on va lutter, on va lutter sur les deux réservoirs. Donc ça, c'est le bilan que vous avez pu prendre. Donc les transmissions directes ou les transmissions par des vecteurs. Et l'histoire donc du réservoir d'agents pathogènes, c'est-à-dire ce qui va maintenir la présence du virus sur la Terre. Donc ça peut être un être humain contaminé, on l'a vu avec le virus, ça peut être un animal, on l'a vu avec le paludisme, mais ça peut être aussi l'environnement. Donc ça c'est le cas par exemple de la bactérie qui va provoquer le choléra et qu'on va trouver au niveau des eaux stagnantes, des eaux contaminées.
Donc là, ça va être l'environnement, le réservoir. Et puis bien sûr, pourquoi est-ce qu'on vous dit que lorsque vous avez la gastro, c'est qu'il faut bien vous laver les mains, mais même de manière générale, il faut bien se laver les mains? Bah, parce qu'on peut avoir sur les poignées de porte, sur le téléphone portable, des bactéries. Donc l'environnement qui va être un réservoir pour toutes ces maladies. Alors au niveau vocabulaire, il faut bien distinguer transmission, contamination et infection. La transmission, c'est donc lorsque le virus va arriver, donc là si on considère que c'est la peau par exemple, va arriver au niveau de l'individu. Donc ça va être la transmission. Et la contamination, ça veut dire que l'agent pathogène, il arrive à rentrer à l'intérieur de notre corps. Donc par exemple parce qu'on se blesse, par exemple parce qu'il y a un rapport sexuel ou par exemple parce qu'il y a une personne contaminée dans le cas d'épidémie. Donc ça, c'est la contamination, mais la contamination ne veut pas forcément dire infection. L'infection, c'est lorsque l'agent pathogène il va se multiplier et entraîner les symptômes. Donc vous voyez que quelqu'un de contaminé est porteur du virus, mais ne va pas forcément développer la maladie. C'est-à-dire que cette dernière flèche ne se fait pas forcément. Et c'est actuellement les questions qui se posent pour le coronavirus, et ça en vient du coup à la notion d'épidémie. Donc une épidémie, ça correspond à une propagation très rapide du virus ou d'une bactérie dans la population sur une très courte durée. Donc il y a une notion de durée, de quantité de personnes touchées et sur quelle surface c'est touché. Une pandémie, ça va donc à une échelle supérieure avec un nombre de personnes touchées à l'échelle supérieure. Donc par exemple ici c'est l'incidence d'une contamination de maladie, un nombre de cas. Donc au départ, bah, une endémie. Donc par exemple, c'est ce qui s'est passé au mois de octobre pour la grippe traditionnelle, la grippe saisonnière. Bah, il y avait quelques cas touchés. Puis ensuite, il y a eu une épidémie, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses personnes touchées par la maladie. Et ensuite, vu qu'il y a eu une quantité de la population qui est immunisée ou qui s'est vaccinée, il y a eu la guérison jusqu'à, dans quelques mois, l'absence de la maladie. Alors, je ne vais pas faire de parallèle avec le coronavirus parce qu'on ne sait pas exactement justement comment va se produire ce pic, mais ce qu'on essaye de faire actuellement, bah, c'est d'être dans cette phase de guérison jusqu'à l'absence de maladie. Ensuite, nous sommes passés au petit 2, les luttes individuelles et collectives face aux pathogènes. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de manière personnelle, individuelle, et de manière solidaire, collective, pour combattre les agents pathogènes. Donc, encore une fois, vous aviez deux exemples, le sida et le paludisme. Donc, ce qui permet de nous se protéger tout seul contre la maladie, il y a bien sûr les préservatifs et de lutter ensuite derrière, de prendre des médicaments. Même parallèle avec le paludisme, si on veut se protéger de manière personnelle, individuelle, moustiquaire, insecticides et des médicaments antipaludéens pour guérir. Donc ça, c'est tout ce qui va être individuel. Ce qui est collectif, et c'est ce qui a fait marquer dans le bilan, ce qui est collectif, c'est ce qui va vous permettre de lutter. Je vais vous l'afficher ici. La lutte collective, ça correspond à toutes les actions et comportements qui sont mis en œuvre par une grande partie de la population pour limiter la transmission et la contamination. Donc ça veut dire que c'est les comportements de plusieurs personnes qui peuvent permettre de guérir et d'éviter la transmission de la maladie à plusieurs personnes. Donc bah, par exemple, c'est ce qu'on voit en ce moment, se laver les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, porter un masque, ça évite et ça permet de- de- d'être de manière collective, d'éviter la transmission de la maladie. Alors pour voir la différence entre collectif et individuel, je vous ai pris l'exemple de la vaccination, c'est ce que vous deviez faire. Donc la vaccination, bah, ça permet, si on se vaccine, d'être protégé, donc une lutte individuelle personnelle. Donc que contient un vaccin? Un vaccin, en fait, bah, il contient la maladie. Donc soit c'est un microbe inactif, soit c'est un bout de microbe, soit ça va être des toxines atténuées, ça dépend des types de vaccins. Le microbe va être introduit dans le corps et les défenses vont être déclenchées du fait de la présence de ce microbe qui est inactif. Comme il va produire des défenses, la maladie ne va pas se développer, puisque de toute façon, il n'est pas actif, il ne peut pas se développer, mais en plus, il y a des stratégies de défense qui vont être mises en place, et dans le cas de notre système immunitaire, ces stratégies de défense, elles ont une mémoire. Donc lorsque le vrai microbe il va rentrer dans le corps, eh ben, il va être directement reconnu par ces stratégies de défense qui ont déjà été mises en place. Donc en fait, le corps se souvient. Donc ça, c'est ce qu'on comprend bien. Bah, en fait, quelqu'un qui est vacciné, bah, il est protégé, il est ce qu'on appelle immunisé. Il ne peut pas développer la maladie parce qu'il a acquis les systèmes de défense permettant de combattre l'agent pathogène. Alors, en quoi la vaccination, c'est aussi un moyen de lutte collectif?
Alors ça, c'est un petit schéma qui permet de bien résumer l'ensemble. Bah, par exemple, on prend une classe d'école où il n'y a aucun enfant vacciné contre la rougeole. Un élève à la rougeole. Résultat, tout le monde a la rougeole, enfin une grande quantité d'enfants à la rougeole, d'autant plus si la maladie se transmet très facilement. Ensuite, en blanc, ici encerclé, on a 4 enfants qui sont vaccinés. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir aucun enfant vacciné qui va développer la maladie et on a les autres enfants non vaccinés qui risquent de développer la maladie. Ici, on a quasiment une grande quantité d'enfants qui sont vaccinés, donc quasiment toute la population. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, il y a très peu de chances pour que le seul enfant qui ne soit pas vacciné ait la rougeole, tout simplement parce que en fait, la contamination, elle ne peut pas se faire au niveau de ces enfants ici, puisque de toute façon, s'ils reçoivent le virus de la rougeole, eh ben, ils vont automatiquement le détruire vu qu'ils ont les stratégies de défense. Donc en fait, en se vaccinant, on protège aussi les autres. Donc c'est pour ça que la vaccination, c'est un moyen de lutte collectif et c'est pas uniquement se protéger soi-même. Donc c'est pour ça que depuis 2019, il y a un certain nombre de vaccins qui sont désormais obligatoires. Et il faut savoir que parfois ces vaccins, ils sont combinés. Donc par exemple, le DT polio, il combine plusieurs maladies, les trois pour une seule injection. Vous avez aussi la coqueluche et l'influenza de type B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui va provoquer les méningites. Et là, vous avez à nouveau un autre méningocoque ici. Le ROR, les pneumocoques et l'hépatite B, tout ça, ce sont des vaccins qui sont à faire dans les 6 premières années de la vie et vous voyez qu'ils sont obligatoires. Ensuite, vous avez des vaccinations qui sont fortement conseillées et qui peuvent être réalisées plus tard au cours de la vie de l'individu. Donc, vous voyez le papillomavirus, la grippe et le zona. Donc, le bilan que vous pouvez prendre et qui est présent sur le Padlet ou sur le mail que je vous ai envoyé. Et donc, troisième partie de notre chapitre, on va essayer de faire le lien avec le réchauffement climatique et les activités humaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, on remet par exemple en cause beaucoup le pangolin, le fait que le pangolin soit l'animal à l'origine du Covid-19. Et bien là, on va essayer de faire le lien avec les activités humaines et les changements climatiques. Alors, pas sur le Covid parce qu'on n'a pas de recul, mais sur certaines maladies. Donc, c'est ce que je vous demande de faire pour aujourd'hui aux pages 252 et 253. Donc, page 252 qui se penche sur la propagation de la dengue, qui est la grippe tropicale par le moustique tigre, et la page 253 qui vous propose d'étudier et de proposer des hypothèses sur la propagation des bactéries Vibrio qui peuvent entraîner des gastroentérites, mais aussi le choléra. Alors ces deux maladies, c'est pas parce que vous connaissez personne qui avait eu ces maladies qu'elles n'existent pas. Et justement, on se penche sur le fait qu'il y a certaines maladies qu'on ne connaissait pas en France et qui actuellement sont présentes. Donc je vous laisse prendre connaissance des questions que je vous ai envoyées à propos de ces documents et que vous devez m'envoyer pour la semaine prochaine. Bon courage à tous, à très vite.